là, maintenant, je suis heureuse de voir qu'il y a plus d'étudiants qui considèrent la gériatrie comme vraiment fondamentale et qui font le choix de faire la gériatrie dès le début de Mmh. leur médecine interne et plutôt qu'une fois qu'ils ont déjà choisi une surspécialité. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je suis Karen Drigade, votre animatrice. On se retrouve à Halifax en direct avec Dr Norris à ICAM. Alors écoutez, Dr Norris, nous on commence chaque épisode par que l'invité se présente pour un peu qu'on sache un peu qu'est-ce qui vous amène ici puis pourquoi je vous parle. Alors je vais vous laisser vous présenter. Oui, alors je m'appelle Mireille Norris. Je suis spécialiste en médecine interne et gériatrie. Je suis affiliée à l'Université de Toronto. Je suis éducatrice médicale, professeure agrégée et je suis basée à l'hôpital Sunnybrook. OK. Puis, qu'est-ce qui vous a là, on va Oui. essayer un peu de comprendre votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené, vers la médecine interne? Où est-ce que vous avez fait votre médecine? Oui, alors c'est intéressant. Je viens d'une famille de médecins. Mon père est psychiatre, ma tante est interniste, mon cousin est interniste, ma mère est pas professeure d'école. J'ai commencé comme physiothérapie en physiothérapie, après avoir échoué à ma première admission en médecine et j'ai persévéré. Après avoir complété un bac en physiothérapie à McGill, j'ai travaillé comme physiothérapeute. J'ai fait plusieurs applications en médecine. Après 6 ans, 3 applications, j'ai été admise en médecine à l'Université de Montréal et initialement, j'avais pensé, faire quelque chose qui était plus proche de mes antécédents en physiothérapie. J'avais été acceptée en neurologie, en fait, à l'université de Miami et l'idée, c'était que ma première année, ce serait médecine interne et après j'irais à Miami faire la neurologie. À l'époque, au Québec, en 1993, la gériatrie était, une priorité et un stage qu'on devait faire à l'intérieur des premiers 6 mois de médecine interne. Et quand j'ai fait la gériatrie, ça a été un coup de cœur. Je pense que, j'ai vraiment trouvé ma vocation, où j'ai été identifiée parmi, hem, les gens qui me supervisaient comme excellent dans le domaine. Hem Quand j'y pense, le fait que j'avais travaillé en physiothérapie souvent avec des personnes âgées, je viens d'une famille où les gens vivent vieux, où mes grands-parents étaient toujours proches de moi. Alors c'était quelque chose qui était vraiment naturel et ça, j'avais l'intérêt en neurologie, je pouvais l'appliquer en gériatrie. Alors, dès le début de ma formation en médecine interne, ça a été soit le premier ou la deuxième rotation en médecine interne a été la gériatrie et ça m'a amené à, démissionner de mon poste OK, en neurologie pour poursuivre médecine interne et faire gériatrie. OK. Qu'est-ce que vous aimez, mettons, dans la parce qu'habituellement, j'ai des spécialistes, mettons médecine interne ou, d'autres spécialistes qui me disent qu'eux, c'était plus en médecine, ils se disaient: «Ah moi, c'est quelque chose qui allait se cliquer dans mon stage à l'externat, j'ai vraiment aimé la spécialité». Vous, complètement, c'est à la résidence que vous êtes dit: «Ah, peut-être que moi, je préférais aller dans une de changer de spécialité, d'aller en gériatrie alors que vous étiez en neurologie». Qu'est-ce que vous aimiez dans la gériatrie qui vous a dit: «Ah, peut-être que ça, c'est fait pour moi, c'est la spécialité pour moi», Oui, plus précisément? oui, en fait, quand j'y pense, la dernière année de médecine interne à l'Université de Montréal, on avait un mois où on pouvait choisir gériatrie ou santé communautaire. Alors j'avais déjà fait un mois de stage en gériatrie comme étudiant en médecine. Je suis une personne qui aime beaucoup les histoires. Et en gériatrie, on met vraiment l'emphase sur l'histoire de la personne. Heu, Quelle est cette personne qui a ces problèmes médicaux? Il y a toute la complexité des problèmes médicaux, mais aussi les habiletés fonctionnelles. J'étais physiothérapeute, alors moi, c'était bien naturel. Tout le côté psychosocial, je suis fille de psychiatre. Alors tout ce qui était psychologie en fait, quand j'ai fait ma physiothérapie, j'avais fait une mineure en psychologie. OK. Alors, en gériatrie, je pouvais vraiment, hem, me développer comme personne. Je suis toujours en train d'apprendre parce que j'apprends de mes patients
et mes habiletés, hem, en physiothérapie, mes connaissances plus approfondies en neurosciences que j'amenais avec moi ont fait que, c'était un domaine où j'ai excellé, dès le départ. C'était vraiment naturel pour moi et quand j'étais en médecine interne, mes patients âgés, sans que je leur ai suggéré quoi que ce soit, quand je les ai présentés à, une situation de des tournées de morbidité, mortalité, j'avais amené un patient qui avait bien, heu, cheminé Mmh. pendant son, séjour en médecine interne. Je l'avais diagnostiqué de maladie de Parkinson. J'avais fait les changements médicamenteux qui avaient aidé cette personne à améliorer sa fonction. Elle a dit devant toute l'audience de médecins: «Ah! Ce médecin-là a tellement eu un impact sur ma vie». Puis j'étais 2 résidant en deuxième année de médecine interne. Vous étiez R2 à ce moment-là, c'est-à-dire? Oui, OK, OK, c'est intéressant. oui, oui, Wow! oui et en fait, dès ma première année de médecine, dans mon stage sur l'unité d'enseignement en médecine, j'ai une personne âgée dans les 90 ans qui avait eu une présentation assez, rare. En fait, c'est un syndrome néphrotique chez une personne âgée de 90 ans et j'ai fait une présentation de cas et j'ai même publié sur cette présentation de cas à débattre, dans le syndrome néphrotique, pour le diagnostic, souvent, c'est la biopsie rénale qui est nécessaire pour, guider les soins et l'usage de stéroïdes. Mmh. Mais chez une personne aussi âgée que 92 ans, la biopsie peut amener une hémorragie au niveau du rein, la perte du rein. Alors, dans ma présentation, c'était une présentation où on avait fait une étude, au niveau des probabilités de risque Mmh. et on avait choisi de la soigner avec des stéroïdes sans faire de biopsie Mmh. et ça a été publié et puis à l'époque, ça m'avait intéressée parce que j'allais faire la néphrologie plutôt que la gériatrie Mmh. et j'ai finalement opté pour la gériatrie. Je suis contente de mon choix. Ouais. Puis là, j'essaie de comprendre parce qu'en fait, mais de ce que je comprends, en 2025, ce qu'on a en médecine interne, c'est un tronc commun de 3 ans, ensuite une spécialisation de 2 ans. C'est ça. Là, on retourne en 1993. Vous, vous disiez la première année, c'était médecine interne que vous avez faite au Québec. Oui, Puis alors là j'ai fait 3 ans de médecine interne au Québec, puis dans les premiers 6 mois de mon tronc commun de médecine interne, on mandatait, en fait, de faire un temps de gériatrie. d'accord. Alors dès le début des 3 ans, plutôt que ce qu'on voit des fois, c'est que les résidents choisissent la gériatrie Mmh. comme une rotation considérée plus facile Mmh. quand ils ont déjà choisi d'aller en cardiologie ou en néphrologie et ils font ça dans leur troisième année. Alors, là maintenant, je suis heureuse de voir qu'il y a plus d'étudiants qui considèrent la gériatrie comme vraiment fondamentale Mmh. et qui font le choix de faire la gériatrie dès le début de Mmh. leur médecine interne et plutôt qu'une fois qu'ils ont déjà choisi une surspécialité. Non, c'est ça. OK, je comprends bien. Là, vous me parlez de beaucoup de domaines, médecine interne, ça a l'air assez intéressant. Je me demande, selon vous, c'est quoi qu'on recherche, mettons, vers un externe ou un étudiant en médecine que peut-être la gériatrie, c'est quelque chose qui l'intéresserait comme justement sur-spécialité, puisque vous dites que c'est un petit peu, ça commence à être de plus en plus intéressant pour les étudiants. C'est quoi qui serait, important chez un étudiant en médecine pour, pour être un bon gériatre? Ben, merci de cette question-là parce que c'est intéressant. Des fois, je vois que les élèves en médecine, des fois, performent mieux que certains résidents seniors en médecine interne. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment la curiosité du patient. Alors, la curiosité de la personne devant eux, ils sont vraiment intéressés par l'histoire de la personne et parce qu'ils sont intéressés de cette histoire, ils sont vraiment capables de dépister qu'est-ce qui compte pour cette personne-là, vraiment leur trajectoire au niveau psychosocial, quelles sont leurs valeurs. Ils sont curieux de savoir quel est leur réseau social. En gériatrie, on a souvent affaire à la maladie chronique. Il faut aller vraiment avoir une mentalité de détective, Mmh.
d'avoir de l'empathie, de la curiosité Mhm. et en gériatrie, on s'attend à prendre beaucoup de temps Mhm. pour la collecte de données. Alors, souvent les élèves en médecine qui ont un moins gros fardeau de patients, Mhm. ils sont capables de donner ce temps-là Mhm. s'ils ont l'empathie et la curiosité. Mhm. Fait que si je comprends bien, ce serait vraiment l'empathie et la curiosité. Dans le fond, les qualités humaines qui sont super mises de l'avant pour un bon gériatre. Je dirais ça, oui. OK, c'est vraiment intéressant. Ouais. Je me demande, moi, j'ai fait mon stage de gériatrie, mais je suis curieuse parce que là, moi, je sais un petit peu à quoi ça ressemble le bread and butter. Pour les gens qui sont encore en préclinique, qui savent pas vraiment la gériatrie, la pratique, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer un peu, c'est quoi les pathologies les plus courantes? C'est quoi que vous gérez le plus souvent? Oui, alors moi j'ai une pratique très diverse. Je fais de la consultation à l'hôpital. Alors, que ce soit des cas de médecine interne qui sont très compliqués, avec beaucoup de comorbidités, beaucoup, plusieurs médicaments, et souvent il y a une présentation de syndrome confusionnel aigu, des chutes à l'urgence qui peuvent être précipitées par des comorbidités ou, un problème chronique qui est là devenu maintenant aigu. Alors la personne a un problème d'insuffisance cardiaque. Là, maintenant, elle a une infection. Il y a une décompensation de l'insuffisance cardiaque qui amène la personne à se présenter avec des chutes ou un syndrome confusionnel aigu. Le s pour, l'unité de médecine va nous demander d'amener notre expertise au-delà de ce que l'interniste général aura fait, de Mhm. stabiliser la médecine interne. C'est-à-dire de stabiliser le statut cardiaque, Mhm. hein. Ou, dans les équipes de traumatologie, une personne âgée a eu un traumatisme après avoir chuté avoir une fracture. À la suite de la chirurgie, la personne est en syndrome confusionnel aigu. Il y a des complications associées aux médicaments pour la douleur, les médicaments pour le sommeil ou l'infection ou l'immobilisation, Mhm. ou le traumatisme a révélé un problème confusionnel qui était pas évident avant la chute. Alors, Mhm. beaucoup de mes consultations en hôpital, sont, centrées après une présentation de chute ou de problème confusionnel aigu. Je fais aussi, des cliniques, centrées sur les problèmes de mémoire, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Où il y a le diagnostic de la démence et en gériatrie, on va faire l'emphase sur les comorbidités. Pas seulement est-ce que c'est une démence de type Alzheimer ou Parkinson, mais est-ce que la personne a aussi, des polypharmacies, des médicaments qui peuvent affecter, la pensée de façon néfaste, des problèmes de sommeil, des Mhm. problèmes de vision, des problèmes d'audition, des problèmes de mobilité, de l'isolement social, de l'obésité, de l'épuisement au niveau des élans naturels. On va avoir une approche très holistique au niveau de Mhm. notre pratique. Hem, je fais aussi, du travail en foyer de longue durée, où c'est plus des ils sont résidents dans une institution de longue durée, où j'ai un rôle aussi heu d'offrir le plus haut niveau de qualité de soins. Mhm. C'est une institution de soins de longue durée dans une communauté où est-ce qu'il y a plus de personnes âgées racialisées. Mhm. Alors ça amène aussi l'élément, non seulement le vieillissement, mais l'isolement social, la pauvreté et cetera. Alors Ouais, c'est super intéressant, là. C'est sûr que, tu sais, mettons, quand qu'un étudiant en médecine se pose la question sur X spécialité, plus à aller, quelle spécialité à choisir pour la résidence, c'est deux choses qu'on se fait souvent dire, là. C'est, ben, premièrement, il faut que tu saches c'est quoi les choses, le bread and butter, les choses les plus communes. Faut pas que tu ailles chercher le truc super spécial, ce que vous avez énoncé. Mais aussi, il faut que tu saches les gardes, ça ressemble à quoi, puis si tu es capable de faire les gardes. Fait que, mettons, moi, je me ouais. questionne, les gardes, c'est quoi ça ressemble les gardes pour un gériatre? Est-ce que c'est super occupé? Puis est-ce que c'est quelque chose qui Mais merci de dire ça. Je pense que, je suis chanceuse, j'ai une forte constitution. Je suis une personne, athlétique. J'étais physiothérapeute avant de faire, la médecine. Alors, quand on décide de faire une surspécialité en gériatrie, faut pouvoir supporter, le tronc commun de médecine interne
avec, les gardes de nuit et les longues heures de travail et moi, j'avais la constitution pour le faire et j'ai un caractère une personnalité très rouge. Moi, j'aime être une fille d'action. Fait que c'est quand même surprenant que je sois gériatre parce que quelque part, j'ai un petit peu un tempérament de chirurgien. Tu sais? OK. Hem, alors, j'ai longtemps pratiqué les 2. J'ai longtemps fait la médecine interne avec, les, gardes, de nuit, les admissions à l'urgence, les soins, aux soins intensifs. C'était un choix et j'avais en parallèle une pratique en gériatrie. OK. C'est plus récemment que je me suis vraiment concentrée sur, la gériatrie et le résultat, c'est que je ne fais plus de garde la nuit. Je ne fais plus de tournée la fin de semaine. Maintenant que je fais seulement que la médecine gériatrique sans faire aussi, la médecine interne à l'hôpital, j'ai des gardes, mais c'est souvent sur appel pour les patients qui sont en foyer de longue durée et ça, c'est des gardes qui sont beaucoup moins onéreuses, OK. beaucoup moins difficiles, relativement, Calme. calmes. OK, fait que je trouve ça intéressant que, tu sais, mettons, veut pas pour quelqu'un qui veut un peu plus d'action, lui, il se dit: «Ah, mais moi, je préfère, faire encore du soin intensif ou encore des gardes en médecine interne». C'est une possibilité, veut pas. C'est quelqu'un qui veut qui un petit peu, plus relax, un peu plus calme. Mmh. C'est quelqu'un qui peut choisir la pratique gériatrique. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une certaine flexibilité pour, convenir un peu à tout le monde en gériatrie, ce qu'on trouverait pas non plus dans d'autres spécialités. Je sais pas si vous confirmez, Oui, tout à fait. Aussi, on a la même façon qu'en gériatrie, on met l'emphase sur la trajectoire de la maladie, hein. Mmh. Alors l'insuffisance cardiaque, quand c'est la première présentation, ça se présente de façon, mais bon 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, la personne qui est en insuffisance cardiaque à l'âge de 80 ans a plus de risques d'avoir aussi l'insuffisance rénale, des problèmes, Mmh. de démence. C'est un petit peu notre carrière en médecine interne gériatrique. On est jeune, on est plein de pep, on a des dettes à payer, on n'a pas nécessairement une famille, des petits-enfants, on est prêt à faire la médecine à 200. Puis, là, on prend de l'âge, on prend de la maturité, on veut changer notre pratique. C'est possible de le faire puis d'ajuster notre pratique, selon, le stage de vie où on est. Mmh. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Puis là, vous pratiquez en ce moment à l'Université de Toronto. Ouais. Est-ce que vous êtes un petit peu impliqué aussi au niveau côté académique, que vous trouvez d'avoir un petit peu le temps de travailler, Oui, oui, en fait, souvent en gériatrie, on est des gens qui sont des, spécialistes généralistes. C'est une spécialité ou qui a une approche, globale, multicomplexité? Oui, multicomplexité. c'est ça. Fait que la même chose au niveau académique, j'avais cette approche-là, multicomplexité, c'est-à-dire que mon champ, ça a toujours été l'éducation médicale, et je fais de la formation aux sous-gradués, aux post-gradués en formation médicale continue, mais j'ai toujours eu aussi de l'intérêt, dans la recherche, par rapport, à l'enseignement, les soins qui impliquent, les soins autour de la démence. Mmh. La démence, comment ça se présente dans les populations racialisées, Mmh. les programmes, de services de santé aux patients atteints de démence, et l la recherche associée à l'enseignement, que ce soit, hem, l'enseignement au public, Mmh. hem, ou l'enseignement aux élèves. OK. Super intéressant. Moi, j'aimerais savoir, quel conseil qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant d'entrer en médecine interne, avant de rentrer en gériatrie? C'est quoi le est-ce que si vous aviez à retourner dans le temps puis savoir quelque chose qu'en ce moment, vous dites: «Ah, j'aurais donc dû faire ça». Oui, merci de poser la question. Je pense que, étant donné que je viens d'une famille où est-ce qu'il y avait déjà plusieurs modèles en médecine, un père psychiatre, un cousin psychiatre, une mère, une tante hématologue, je savais que je voulais faire la médecine. Mmh. Hem, Peut-être qu'une chose que j'aurais, aimé savoir, c'était, la possibilité de faire une formation en éducation médicale. Si j'aurais aimé être, sensibilisée aux possibilités,
de chemin académique de l'éducation médicale plus tôt dans ma carrière. OK. Alors moi, je trouve ça formidable de venir à la conférence ici et de voir qu'il y a des élèves en médecine qui savent déjà que l'éducation médicale, c'est un Une voix. une voie académique Mmh. intéressante et ça nous permet de toujours nous ressourcer. On est toujours élève, on est toujours en train d'apprendre Mmh. et ça en parallèle d'être médecin Mmh. parce que c'est des habiletés qui sont un petit peu différentes. Mmh. Ouais. Hem, fait maintenant, mais le temps passe, là, mais en fait, on finit toujours les podcasts avec des petites questions éclairs. Fait que là, c'est des petites questions, des petites réponses courtes, là. C'est quoi la pathologie que vous aimez le plus diagnostiquer et traiter dans votre pratique? Moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce qui a trait à la démence. En fait, dans ma famille, j'ai plusieurs, membres de ma famille qui ont été atteints de la démence. OK, Alors c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. OK, Ouais. la démence. Est-ce que vous vous rappelez avoir étudié le cycle de Krebs et combien de fois vous l'avez utilisé dans votre pratique? Oh mon Dieu, c'était tellement difficile et à l'époque, moi j'ai commencé ma médecine en 1988. Alors on mémorisait là, il y avait pas d'ordinateur, il y avait pas d'iPad, hein. Et non, je ne l'ai pas utilisé. L pas du tout. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté le podcast Le Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. C'était Karianne Driade, votre animatrice, en compagnie de Dr. Norris. On avait un épisode super intéressant. Si vous avez autant aimé que moi, je vous encourage vivement à l'aimer et le partager avec vos amis. Si vous êtes résident d'une spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, je vous encourage aussi à devenir résident affilié. C'est gratuit et ça pourrait vous apporter beaucoup.